Et si le plus gros point de deal n'était plus au coin de la rue, mais dans toutes les poches, sur n'importe quel téléphone? Sur TikTok, Snapchat, Telegram, nous avons plongé dans ce qui s'apparente à un gigantesque supermarché numérique de la drogue. Notre enquête démarre sur cette publicité diffusée sur le réseau Telegram. Chez nous, vous trouverez des produits de haute qualité en provenance des 4 coins du monde sans même vous déplacer. Une voix professionnelle et rassurante, vente des produits de qualité, une livraison rapide. Tous les codes du commerce légal sont là. Pourtant, nous sommes sur une boutique de vente en ligne de stupéfiants. Des groupes comme celui-ci auxquels on s'abonne en un clic, nous en avons identifié des centaines. Sous le nom de Coffee, référence au coffee shop d'Amsterdam, où la consommation de cannabis est légale. Sur les réseaux sociaux, les trafiquants proposent, vidéos à l'appui, quantité de drogues différentes. Cocaïne, kétamine, cannabis. Comme sur un menu, les prix sont affichés. Les horaires de livraison à domicile clairement indiqués. Un système de carte de fidélité récompense même les clients réguliers. Nous échangeons avec un des responsables de la boutique en ligne. Il affirme que les réseaux sociaux facilitent le trafic. Qu'est-ce que ça change de vendre sur les réseaux sociaux? La vente en ligne, ça a triplé les ventes, les livraisons aussi. Tu touches tout le monde, du mec au RSA jusqu'au médecin. Il n'y a pas de milieu social. Ça leur permet d'avoir plus de choix. C'est comme un Amazon. Des réseaux sociaux utilisés pour donner l'alerte, mais aussi pour recruter des petites mains. Les trafiquants n'hésitent pas à détourner le logo de Pôle emploi. Dans ce quartier de Perpignan, où le taux de chômage dépasse les 30%, ils ironisent sur leur chaîne TikTok. France Travail recrute, le Bas-Vernais aussi. Et voici les offres d'emploi que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Guetteur, vendeur, mais aussi sicario, autrement dit un tueur à gages, recruté par les narcotrafiquants pour exécuter des contrats. Sur cette annonce, pour un poste de livreur en région parisienne, figure un salaire entre 700 et 1000 € la semaine. L'application Telegram, dont le logo s'affiche sur les murs de cette cité marseillaise, a décidé de collaborer davantage avec la justice. Les dealers échangent désormais sur un autre réseau baptisé Potato, signe qu'en matière de trafic en ligne, ils ont pour l'instant une longueur d'avance. Saïd Youssef, 700 à 1000 € la semaine pour un livreur, c'est très tentant. On cible qui là, des ados aussi bien? Ça, c'est la communication. Donc après, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'on a un centre de dossiers qui démontre qu'effectivement, y compris des guetteurs qui sont censés effectivement toucher beaucoup d'argent, finalement ne touchent absolument rien. Ils sont quelquefois réduits quasiment à de l'esclavage. Et il n'y a pas de prud'homme derrière pour aller se plaindre contre le patron. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc il faut vraiment relativiser. Après, la loi qui va rentrer en discussion aujourd'hui dans son article 12, elle permet justement à la plateforme Pharos donc, de solliciter... ces annonces. Voilà, la suppression immédiate de ces annonces. Donc après, il y en a beaucoup. C'est très compliqué. La multitude, effectivement, de plateformes, elle va rendre quand même le travail assez compliqué parce que Pharos, ils sont aussi sur d'autres sujets, notamment sur la radicalisation, la lutte contre le terrorisme, etc. Mais c'est un sujet qui est pris en charge par les pouvoirs publics et quand même assez connu. Et on parle du Covid, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de réticence d'un certain nombre de consommateurs d'aller sur des points de deal. Pourquoi? Parce que, vous avez des policiers qui guettent les points de deal et qui vont interpeller ces consommateurs, notamment, et puis qui peuvent mettre ce qu'on appelle des AFD, des amendes forfaitaires délictuelles. Donc ça, les consommateurs ont quand même un peu peur de ça. Et les consommateurs sont aussi quelquefois attendus au tournant par d'autres consommateurs qui n'ont pas les moyens pour être rackettés aussi. Donc il y a aussi une espèce de réticence des consommateurs à aller de moins en moins sur des points de deal, y compris là où il y a des règlements de compte. Donc voilà, donc c'est ce qui fait qu'effectivement, vous avez l'essor de ces applications et de ces réseaux sociaux. Audrey Goutard, d'abord sur ces annonces assez léchées, ces offres d'emploi qui détournent les codes de France Travail, il y a une enveloppe qui se veut rassurante, mais avec derrière des intitulés qui font froid dans le dos. Là, comment ça s'appelle? La poste Sicario. Tabasseur. C'est-à-dire qu'on embauche des
C'est comme ça qu'on se retrouve. Des jeunes pour tabasser, voire Oui, tuer. C'est ça. En fait, c'est de la chair à canon qui est embauchée parce que, comme le dit très justement Driss, comme le dit très justement Driss, effectivement, c'est de l'esclavage. Hein. Ce ne sont pas des conditions de travail formidables, mais ça permet effectivement d'embaucher des jeunes gens généralement désœuvrés partout en France. C'est-à-dire qu'on retrouve à Marseille sur des points de deal, par exemple, ou pour tabasser, ou pour organiser des règlements de compte, on retrouve des jeunes qui viennent de l'autre bout de la France ou qui sont des migrants sans papier. Bref, on se retrouve avec toute une catégorie de population extrêmement paupérisée qui est utilisée, eh bien, effectivement, on le voit bien, hein, de toute façon, les faits divers, on les a, pour commettre des faits délictuels comme attraper un concurrent, le tabasser, etc. Je voudrais juste dire un point quand même pour donner une petite note d'optimisme. Lorsque dans le sujet, on disait que les télégrammes, les réseaux sociaux étaient harcelés maintenant, pouvaient être harcelés par les pouvoirs publics, il faut savoir que si on fait toujours la comparaison avec le terrorisme, ça a marché. Souvenez-vous, lorsqu'il y avait des jeunes gens qui partaient en Syrie se battre, etc., donc qui partaient là-bas, et il y avait effectivement des réseaux sociaux qui fonctionnaient très bien pour embaucher ces jeunes et pour les faire migrer vers la Syrie. Eh bien, à un moment donné, les pouvoirs publics ont asséché, ont tapé sur ces réseaux sociaux, et effectivement, on a pu éviter que des milliers de jeunes partent en Syrie. Si on arrive à taper de nouveau sur les boucles Telegram, sur tous ces réseaux sociaux qui proposent systématiquement des plateformes comme celle qu'on l'a vue de vente de drogue, eh bien, on arrivera à assécher une partie du marché. Sauf que ces trafics empoisonnent la vie dans les quartiers qui en sont gangrénés. Je propose d'écouter le maire socialiste. Pourquoi je dis socialiste ? Parce qu'on parle d'une proposition de loi transpartisane. Le maire socialiste de la ville de Montpellier, Michaël Delafosse. Le narcotrafic, c'est une réalité à Montpellier comme dans d'autres villes. On voit des endroits où la liberté d'aller et venir est menacée par des jeunes qu'on nomme des chauffeurs, des mules qui occupent l'espace public et qui vendent de la drogue. Des jeunes, Jean-Christophe Couvi, c'est ça ? Oui. Au fond, dans des quartiers, on ne va pas à l'école, on est chauffeur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des ressources humaines. Et donc, vous avez une manne, effectivement, dans des quartiers que vous pouvez utiliser à volonté, en fait. Puisque vous faites passer des informations et des signaux en disant vous pouvez devenir très riche et vous pouvez monter en grade assez facilement si vous travaillez dans mon réseau. Voilà. Donc, en fait, vous avez vu tout à l'heure, c'est du marketing, c'est du business. C'est une vraie entreprise capitaliste. Il y a des spécialistes, des avocats d'affaires aussi qui viennent pour faire des montages financiers. On est dans la crypto-monnaie. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose vraiment, c'est une pieuvre. Donc, on essaie effectivement de couper des tentacules à chaque fois, notamment sur les places nettes, etc. Mais quand vous avez, moi je suis désolé, mais des fois, quand vous avez une pandémie, il faut regarder où est le foyer, il faut traiter le foyer. Et là, aujourd'hui, il faut mettre l'action sur justement ces personnes-là, les identifier et les arrêter. Mais les moyens qu'on va nous donner en faisant cette loi, c'est très bien. Maintenant, moi, je me mets à hauteur d'enquêteur. C'est-à-dire que pour mener une guerre, il faut des soldats. Les policiers, aujourd'hui, il y a un gros problème dans l'investigation. C'est un désamour. Les policiers ne veulent plus aller dans la filière d'investigation. C'est pas qu'ils ont peur, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on ne leur donne pas les outils pour travailler. Et surtout, vous avez... moi, j'ai noté, mais c'est très marrant, la dernière réunion qu'on a eue pour un projet de procédure pénale informatisée, elle date du 9 février 2024. Voilà. Là, il y a eu une réforme de garde à vue en 2024, au 1er juillet 2024. Les mises à jour sur l'actuel logiciel de procédure pénale interviendra qu'au deuxième semestre 2025. Ouais. En fait, on a toujours une guerre de retard et on n'a pas les munitions pour mener cette guerre. Alors, même si on sent quand même une volonté de durcir le jeu de la part des élus, je vous propose, à Montpellier, toujours, le maire socialiste Michaël Delafosse dit désormais les dealers sont expulsés des logements sociaux. À Montpellier, quand quelqu'un possède un logement social et pratique du deal, il est expulsé de son logement social. Expulsé. Parce que nous ne pouvons pas accepter que les résidents les autres locataires vivent dans la peur. Clotilde Champérache, c'est un discours qu'on n'entendait pas avant, ça, en expliquant, d'ailleurs, ce que je peux très bien comprendre, que les mamans, ce sont souvent des familles monoparentales, avec des mamans qui travaillent, qui ont des horaires décalés, et qui sont dépassées par la violence de leurs enfants, et au fond, que c'est leur imposer une double peine que d'en plus les expulser des logements. C'était le discours qu'on entendait pour justifier de ne pas
tailler dans les allocations familiales ou la possession d'un logement social? Oui, alors c'est très complexe cette question-là, parce qu'effectivement, les responsabilités elles sont largement partagées. Cibler les familles monoparentales, c'est un peu aussi réduire le problème. On est dans une société où la violence s'est banalisée, y compris en dehors de la question du narcotrafic. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Vous avez des gens qui répondent à des annonces de sicarios, c'est-à-dire qu'ils acceptent, sans être impliqués directement dans ce trafic, dans le deal, etc., ils acceptent de se mettre à disposition d'une organisation criminelle pour tuer. On a vu aussi, et là ça montre que la violence elle n'est pas intrinsèquement liée au narcotrafic, le petit Elias se faire tuer pour un téléphone portable. Donc c'est bien aussi qu'il y a un problème dans la société qui fait qu'il n'y a plus de barrières chez les jeunes sur l'acte de tuer. Et donc ces enfants-là, parce que ce sont des enfants, et c'est là que l'excuse de minorité elle a quand même un sens, ce sont des gens qui n'ont pas toutes les cartes en main pour faire des choix éclairés. Et ça, c'est exploité par l'organisation criminelle. Et en fait, il faudrait quand même sortir de cette logique de le marché des stupes, parce que la problématique, elle est beaucoup plus large que ça. Les organisations criminelles, à 70%, sont multi-activités. C'est-à-dire qu'elles sont dans les stupes, mais elles sont aussi dans le trafic d'armes. Elles sont dans la criminalité forcée, parce que les ados qu'on appâte, mais qu'on ne rémunère pas, ou ceux qu'on fait venir de l'autre bout de la France, parce que comme ça, ils seront totalement désorientés sur le territoire et qu'ils n'auront aucune possibilité d'ascension ou de remontée criminelle, même pas une carrière criminelle envisageable. Ça, c'est de la criminalité, c'est du travail forcé, c'est de la traite des êtres humains. Donc il faut absolument changer le regard, ne pas être sur les stupes. La question, ce n'est pas un marché illégal, la question, ce sont les acteurs, les organisations criminelles. Comment elles se structurent. Et là aussi, les réseaux sociaux disent énormément de choses sur le fonctionnement de ces organisations criminelles. Les réseaux, ils sont extrêmement bien faits. Là, on a vu des annonces. Ça veut dire qu'il y a des graphistes, il y a des gens qui ne sont pas dans le monde criminel qui coopèrent. Ça, c'est de la corruption. La corruption qu'on ne nomme pas sous ces termes-là, mais ça en est. Ça veut dire que des pans entiers de l'économie légale travaillent pour la criminalité. Et puis, à l'autre bout, vous avez des gamins, des gens paumés qui vont s'alimenter auprès de ces réseaux criminels, soit pour effectuer un petit job, soit pour justement consommer des stupéfiants. Et ça renvoie aussi à la question de pourquoi autant de personnes... c'est toute une économie parallèle avec ses règles, le ses problème, c'est qu'elle n'est plus tellement livreurs. parallèle. Là, elle est enquistée dans l'économie légale. Et ça, c'est un problème qui existe depuis des années. Alors là, je vais parler de moi. J'ai fait une thèse il y a 20 ans sur l'infiltration mafieuse dans l'économie légale. À l'époque, on m'a dit que ça n'existait pas, puisque c'était légal. Donc, il y avait deux mondes. Il y avait les méchants, les gentils. L'économie légale, c'était les gentils. Donc, il n'y avait pas d'interaction. C'est faux. C'est faux. La corruption, on la découvre. Il n'y a pas d'économie illégale sans corruption. Il y a toujours des passerelles qui permettent à ces trafics de fonctionner, aux marchandises illégales de passer, des corruptions politiques, des accords, des arrangements qui se font, qui permettent à l'économie illégale de fonctionner et qui la rattachent directement à l'économie légale. Et ça, il faut absolument le faire. Pas seulement annoncer qu'on va frapper au portefeuille, enquêter véritablement avec des hommes. Moi, je prolonge le propos de Clotilde, qui est tout à fait juste. Par exemple, quand on prend deux exemples. Les Pays-Bas, on parle de la mokromafia, mais il n'y a pas que la mokromafia. Vous avez la mafia albanaise, qui est qui a diversifié, de la traite des êtres humains, la contrefaçon, etc. On prend aussi l'exemple de la mafia italienne. La mafia italienne ne fait pas, les mafias, elles ne font pas que le trafic de stupéfiants. Elles font des escroqueries à la TVA, elles font aussi de la contrefaçon, elles font toutes sortes de trafics, y compris sur la corruption des marchés publics, etc. On prend, dernier exemple, le Mexique. On dit la mexicanisation. Le Mexique, c'est pas que le trafic de drogue. Le Mexique, l'autre gros business des cartels mexicains, c'est la traite des êtres humains. Et avec la politique de Donald Trump qui consiste à renvoyer massivement des migrants, que ce soit en Colombie, en Mexique, etc., c'est pour les cartels mexicains un business supplémentaire, parce que c'est du récurrent. Le business généré par la traite des êtres humains, par les passeurs, c'est des milliards et des milliards de dollars. Ça représente, parce que c'est un flux qui est continu. Une fois que vous avez fait passer un migrant clandestin et qu'il est renvoyé dans son pays, la première chose qu'il va essayer de faire, c'est de repasser de l'autre côté. Et donc ça, pour les cartels, c'est aussi du gros business. Donc c'est vrai qu'on a tort
on a tort de dire on va focaliser tout le travail uniquement sur le stupéfiant et rien que sur le stupéfiant. C'est un peu léger. Mais Jean-Christophe Couvi, je voulais aussi revenir sur ce que disait Clotilde Champérache, qui disait la violence, elle ne concerne pas que le trafic de drogue. Vous citiez le malheureux Elias tué pour un simple téléphone portable. La une du Parisien aujourd'hui, l'explosion des agressions au couteau. C'est quelque chose que, de plus en plus, les gamins de 13-14 ans, ils ont des couteaux dans leur poche maintenant. Alors oui, nous on le constate sur le terrain. Après, bizarrement, depuis quelques années, on ne comptabilise plus les agressions au couteau. Voilà, c'est fondu dans les agressions violentes. Nous, on demande justement à avoir des chiffres. Quand on parlait, par exemple, juste avant d'expulser les familles de dealers, est-ce qu'il y a une étude d'impact derrière? En fait, aujourd'hui, on manque d'études d'impact sur toutes les actions. Donc, on prend des actions politiques, mais on ne sait pas ce que ça va devenir derrière. La violence des jeunes, oui, c'est un problème. C'est symptomatique d'une société qui va mal. Où des jeunes sont en manque d'encadrement. Alors, j'avais entendu... que dès 10-11 ans, un policier qui interpelle un jeune commence à avoir peur en se disant... Alors, c'est pas qu'il a peur, c'est qu'il sait que ce gamin-là, s'il n'est pas pris de suite à la racine et que tout de suite, il n'y ait pas une action de la justice, mais vraiment qui peut le dégoûter de devenir délinquant, il va continuer. Sur les personnes qui ont tué Elias. Ils étaient connus des services de police. Ça fait partie à peu près d'une bande de 10 jeunes qui trafiquent autour dans ce quartier. Et en fait, ils sont suivis, ils sont connus aux antécédents judiciaires. Je veux dire... À un moment donné, il faut leur donner du cadre. Si les parents ne sont pas capables de leur donner du cadre, il faut que l'État se substitue aux parents. Vous les envoyez dans des centres fermés. Moi, je suis désolé de le dire, des fois, un bon coup de pied aux fesses républicain avec 3-4 instructeurs militaires. Je peux vous dire qu'au bout de 12 mois, ils sauront faire leur lit le matin, avoir une sens dans leur vie. Et après, à partir de là, vous pouvez travailler dans la matière et leur donner une éducation. Mais il manque d'éducation, ces jeunes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Alors, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, ce matin a exigé que la justice soit plus ferme et surtout plus rapide. Il pensait, en l'occurrence, aux deux assassins, deux suspects qui ont tué, qui seraient derrière la mort d'Elias. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, qui était l'invité des 4V. Il n'y a pas d'excuse, même de minorité, pour celui qui tue un enfant de 14 ans. Pour moi, ces jeunes ne sont pas des victimes de la société, ils sont des voyous. Et il faut donc faire en sorte qu'on ait des courtes peines. Ils n'ont plus d'empathie. Ils peuvent tuer sans que ça les gêne. Oui. Donc, il faut une butée. Une butée, c'est la prison. Quelques semaines, une semaine, des courtes peines. La prison peut être rédemptrice, notamment lorsque, dès les premiers faits graves, la sanction tombe immédiatement. Là, on fait l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait? On installe ces jeunes, ces mineurs, dans des parcours de délinquance. Et il faut arriver au 30e antécédent, parfois, avec des choses très graves, pour que la sanction qui va alors être beaucoup plus lourde tombe. Mais ils ont vécu, d'ici là, une sorte d'impunité qui les a poussés, finalement, au crime. Alors, Audrey Goutard, ça veut dire quoi? À 15-16 ans, une semaine de prison, c'est la solution? En fait, c'est une solution qui est inspirée des pays nordiques. La Suède pratique cela, c'est-à-dire que plutôt que d'attendre des mois un éventuel procès, quand on a 16 ans, être jugé un an après, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens. L'idée, c'est de donner un jugement très rapide, mais avec une très courte peine de prison, effectivement, puisqu'on n'est pas capable aujourd'hui dans notre société de prendre en charge réellement ces gamins. Donc, effectivement, cette courte peine serait au moins une butée, comme dit le ministre, la possibilité de leur mettre un stop. Mais à mon sens, ça ne fonctionne pas vraiment, ce système-là, parce que pour avoir fait des reportages dans des quartiers pour mineurs en prison, la prison, telle qu'elle est organisée aujourd'hui pour les mineurs, n'est évidemment pas une solution pérenne, parce qu'elle ne propose pas du tout ce que vous disiez, c'est-à-dire le coup de pied républicain, les remettre dans l'axe, leur proposer une formation, etc. En un mois, on ne propose pas une formation à ces gamins-là. Donc il faudrait derrière un suivi éducatif puissant pour pouvoir les remettre dans l'axe, mais cela, c'est des moyens. Donc, le ministre donne une partie de la réponse, mais certainement pas toute la réponse. Et la réponse essentielle, c'est qu'est-ce qu'on fait après, au bout d'un mois, de ces gamins-là? Est-ce qu'ils vont sortir de prison vertueux? Je ne crois pas, puisque de toute façon, ils sont dans des milieux, on le voit pour les deux suspects, justement, du meurtre du petit Elias, on voit bien que ce sont des gamins qui sont complètement déscolarisés, vivant dans des milieux sociaux totalement défaillants. Donc, ils vont sortir de prison et recommencer, évidemment. Donc, pour moi, c'est qu'une partie de la réponse. Youssef. Moi, je suis complètement d'accord. Je trouve que le ministre de l'Intérieur, en fait, il mélange beaucoup de choses. C'est-à-dire que
vous n'envoyez pas en prison un mineur qui est un primo-délinquant, entre guillemets. Et vous allez toujours regarder la gravité des faits. Vous allez la mettre en perspective. Un gamin, je ne sais pas, qui a volé une brochure ou un livre dans une librairie, il ne va pas faire 15 jours de prison. Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. En revanche, un gamin qui tue un coup de couteau et qui essaie de voler un téléphone portable, oui, la prison, elle fait sens. De toute façon. Voilà, donc là, la prison, elle fait sens. Donc il faut avoir aussi à l'esprit que lutter contre la récidive, contrairement à ce que dit le ministre de l'Intérieur, c'est pas de s'inscrire dans une culture de l'excuse. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur tend véritablement à essayer de renverser la charge pas la charge de la preuve, pardon, c'est un peu excessif, mais de dire que l'excuse de minorité, ça doit être à un moment donné l'exception ou la règle. C'est pas la loi que Gabriel Attal proposait en novembre dernier. C'était effectivement changer cette culture et de dire que l'exception de minorité, ça devait relever d'une exception. Maintenant, il faut que le ministre de l'Intérieur comprenne qu'un multirécidiviste mineur, c'est déjà compliqué à rattraper. Et donc, si on veut éviter que ces gamins ne sombrent définitivement dans la délinquance, parce que c'est compliqué quand on a 30 faits au casier judiciaire et qu'on est en prison, de rattraper, c'est compliqué. Donc, le premier acte de délinquance, il faut y mettre un dispositif de prévention, de lutte contre la récidive. Et ça, je pense que c'est important, mais malheureusement, il n'y a pas suffisamment de moyens. C'est-à-dire une justice donc, qui s'exécute rapidement, qui juge rapidement et qui exécute rapidement. Et qui éduque et ensuite c'est ça, c'est que la justice, elle va prononcer une sanction ou une peine, une sanction, et qu'ensuite, il faut qu'il y ait des acteurs qui prennent en charge le gamin. Et les acteurs, c'est ni la police, c'est pas l'administration pénitentiaire, mais ça peut être les collectivités. Par exemple, le département ou la commune. Or, le département, au titre de son dispositif qui est l'ASE, n'a absolument aucun moyen. Et les collectivités, les communes, elles sont plutôt en train de transformer les éducateurs sociaux en polices municipaux. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait des moyens pour faire de la prévention. Et la prévention, encore une fois, c'est pas la culture de l'excuse. La prévention, c'est la lutte contre la récidive. C'est pour éviter que le jeune ne sombre définitivement dans la délinquance. N'empêche, on voit bien que le chemin vers plus de répression, notamment vis-à-vis des mineurs délinquants, c'est le sens de l'action, le sens du vent. Je propose d'écouter François Bayrou, hier le Premier ministre. Dès cette semaine, nous allons examiner à l'Assemblée nationale une proposition de loi que Gabriel Attal va présenter. Cette proposition de loi, elle consiste à faire que 16 ans, 17 ans, avant d'être majeur, vous puissiez être jugé dès l'instant que vous faites des actes graves, vous puissiez être jugé immédiatement. Lorsqu'un mineur commet un acte comme cela, vol, violence, et Dieu sait que le sentiment d'impunité se déploie. Aujourd'hui, ces jeunes ont pour la plupart le sentiment que de toute façon, il leur arrivera rien. Alors c'est quoi? C'est l'impunité ou bien c'est la jeunesse qui, à 16 ans, n'est plus la même que celle des années 80-90? Les deux. Les deux. Les deux. les deux. Vous voulez répondre peut-être ou non? Non, mais ce qui est certain, c'est en criminologie, ça s'est étudié, la certitude de la peine, c'est un facteur de dissuasion important. Dès qu'on est dans l'arbitrage, le temps long, etc., ça développe un sentiment d'impunité. Donc, la justice, accélérer les temps de la justice, ça c'est un impératif, mais ça demande du monde parce que les tribunaux sont engorgés. La prison, pour des jeunes comme ça me paraît pas effectivement assurer une fonction rédemptrice. Pierre Botton dit c'est l'école du crime. On y entre petits délinquants, on en ressort grands délinquants. C'est effectivement le risque. Et puis on a quand même des prisons qui sont surpeuplées. Donc on les met où? On les met les uns avec les autres. Donc forcément il y a une émulation criminelle qui se met en place. L'accompagnement, c'est forcément quelque chose auquel il faut penser. Il faut voir aussi que la violence, pour y revenir, c'est pas que les milieux sociaux défavorisés. Les cours de récréation sont devenues hyper violentes. On se frappe pour rien. On raquette, y compris dans des écoles privées, des écoles de beaux quartiers. Donc il y a vraiment un problème de relation à la règle, de relation à la loi et de respect de l'autre. Et c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Ce qu'on fait a un impact aussi sur les autres. Et on doit sortir d'une société trop individualiste où on se dit « je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux » pour rétablir la conscience de l'autre.